Bonjour et bienvenue dans Chères Erreurs, le podcast qui ne vous apprendra rien si vous avez toujours tout bien fait du premier coup. Sinon, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Meyers, qui est coach en région grenobloise. Elle accompagne des dirigeants de TPE et PME à progresser dans la posture des dirigeants et elle les accompagne aussi à rompre la solitude des dirigeants dans les moments difficiles de leurs entreprises. Bonjour Séverine, Bonjour Cécile, je suis ravie, merci beaucoup pour l'invitation. c'est quoi ton super pouvoir Séverine? Mon super pouvoir, la gaieté et d'être orientée solution. Tu peux m'en dire un peu plus? La gaieté, pourquoi c'est un super pouvoir pour toi? La gaieté, je me rends compte que c'est un super pouvoir. Je me rends compte que dans ce monde qui est bien triste et bien pessimiste, d'avoir quelqu'un qui laisse ses problèmes à la porte du bureau du client et qui est disponible pour son client. J'ai eu un coach qui m'a dit, il faut aimer ses clients. Hmm. Aimez-les de tout votre cœur. Quand vous êtes en séance avec eux, vous devez les aimer. Et il n'y a plus qu'eux qui existent. Et je trouve que la gaieté résume tout à fait ça. La pleine disponibilité pour son client à l'instant T. Et orienter solution, j'accompagne en fait le client à faire émerger des solutions. Il les prend pas. Et j'aime bien le et si. Et si ça se passait comme ça? Et si cette solution était envisagée? Et si sans l'enfermer dans une seule solution, mais lui en proposer d'autres. Et il prend pas, mais après qu'il ait fait tout son cheminement. Madame ici, Madame Essie. avec un grand sourire. Dans ma vie de tous les jours, c'est vrai, je me rends compte que je dis souvent, et si on faisait ça, et si Hmm. on partait là, et c'est... Oui, en fait, c'est un mot qui fait partie de mon quotidien, je me rends compte maintenant. On est là pour parler d'une chronique que tu as apprécié de lire dans Chères Erreurs et pour échanger autour des échos que ça a fait avec ta pratique. Qu'est-ce que tu as choisi comme chronique? Je me suis battue pour faire respecter mon cadre. Ah, vaste sujet. Va- Vaste sujet sur lequel on a eu amplement l'occasion de discuter en supervision. Mon fil rouge, c'est ça. Et le fil rouge de beaucoup d'accompagnement et de beaucoup de coachs, cette histoire, j'ai choisi de la raconter parce qu'elle me paraît très emblématique d'une difficulté spécifique du métier de coach, la difficulté à établir et faire respecter un cadre. En quelques mots, cette histoire, ça se passe avec Hector. Hector, c'est un client extrêmement fortuné qui m'a été recommandé par un ancien client et qui est basé à l'étranger. Il a un sujet de coaching assez bien déterminé et je vois bien dans son attitude quand on se rencontre que certes, il n'a pas de problème d'argent, mais que pour lui, tenir ses engagements, tout ça, c'est un peu optionnel. Et donc, je fais très attention à établir tout de suite un contrat de coaching bien bordé, écrit, machin, etc. On s'est mis d'accord point par point pendant l'entretien préalable. Je lui renvoie ça par écrit, etc. Il me renvoie ça signé. Tout va bien. Et puis, dès la première séance, voilà mon Hector qui me dit à quelques minutes de préavis, je ne peux pas venir. Et puis, quand j'envoie sa facture, il se fait prier pour la payer, alors qu'il était bien entendu clair dans le contrat qu'il y avait un préavis d'annulation. Et puis, il se fait prier, je lui rappelle les règles, machin, nanana. Deuxième séance, il se fait de nouveau prier pour payer sa facture. Et donc là, je me dis, ma femme, mais c'est quand même pas possible. J'ai fait un beau cadre écrit, etc. Enfin, ça m'avait pris des années pour arriver à ce niveau de professionnalisme-là. Et là, ça ne marche pas. La formatrice à qui je dis ça me dit, écoute, t'es pas assez ferme sur ton cadre. Je regarde, je me dis, qu'est-ce que je peux bien faire pour être plus ferme. Et puis, là, comment dire, la relation continue comme ça. À la troisième séance, il veut que j'arrête de lui facturer la TVA parce que ses autres fournisseurs français ne lui facturent pas la TVA, alors que bon, c'est pas le même régime. Bref, peu importe. Et là, je finis par en parler à ma superviseure, excédée, parce que je voyais ce gars qui était riche à millions, qui me faisait chier pour quelques centaines d'euros. Et ma superviseure me dit, mais enfin, Cécile, c'est pas l'argent le problème, c'est le pouvoir. Ce gars-là voit bien qu'il te tient avec ça, que ça t'emmerde et ça l'amuse. Il joue au chat et à la souris avec toi. Donc le problème, c'est pas le cadre, le problème, c'est ta posture vis-à-vis de ton cadre. Et tant qu'il se rendra compte qu'il te tient comme ça, c'est lui qui aura le pouvoir et toi, tu n'auras aucun pouvoir dans cette relation-là. Et donc, il va falloir faire changer l'inconfort de camp.
Alors, ce qu'on a imaginé avec ma superviseure, ça a été une petite vanne à lui sortir à la séance d'après, histoire justement de faire changer l'inconfort de camp. Et j'avais presque hâte que la quatrième séance s'annonce. Et voilà-t-il pas que mon client m'envoie un message en disant je mets fin au coaching, il règle sa dernière facture, il arrête, et terminé. Et j'ai jamais pu envoyer ma flèche. Cette histoire-là, en fait, vraiment, elle m'a fait comprendre que tu as beau faire un cadre, tu as des relations de coaching qui ne sont pas fréquentes, mais dans lesquelles tu as des clients qui cherchent à prendre le contrôle sur le cadre. Et à partir du moment où un client a pris le contrôle sur le cadre, toi, tu peux plus faire ton boulot. Et alors, toi, Séverine, qu'est-ce qui t'a interpellé dans cette chronique? Ce qui m'a interpellée, bien évidemment, c'est le mot cadre dans le titre. En formation de coaching, on nous forme à poser le cadre. Pour moi, c'était encore pas suffisamment clair pendant la formation. On nous a parlé de différents cadres, et notamment du cadre relationnel. Ce que je regrette un petit peu, c'est de pas avoir été plus sensibilisée justement sur les conséquences quand on ne pose pas le cadre. Donc, on nous avait prévenu au niveau juridique, le risque, c'est de ne pas être payé. Ok, mais il n'y a pas que le risque de ne pas être payé. Et effectivement, comme tu dis, ben, le risque, c'est que le client prenne le pouvoir sur la relation et que ben, on tourne en rond. Donc voilà, ce qui m'a interpellée pour moi, c'est vraiment l'importance de poser le cadre au début de la relation. Et d'ailleurs, en séance de supervision, tu as appuyé régulièrement sur le fait que avant de démarrer un accompagnement, c'était important de passer du temps à poser le cadre. Et ce cadre-là, il nous permet de tenir cette relation, de recadrer le client avec fermeté. Et là, je retiens aussi particulièrement ce terme. En quoi est-ce qu'elle résonne avec ton expérience, cette chronique? En formation de coaching, on nous explique qu'il y a différents niveaux de cadre. Il y a un premier niveau qui est le cadre contractuel. Ça, de mon côté, c'était bien bordé avec une avocate. Donc, j'ai un joli contrat avec des CGV. C'est probablement ma formation initiale qui... C'est là déjà qu'on instaure les règles de la relation, donc où on instaure cette fameuse confiance. On parle donc d'assiduité, de présence, qui a fait que j'ai bien bordé le sujet. Mais un cadre contractuel, ça fait pas tout. Il y a un deuxième point qui est le cadre commercial, c'est-à-dire la proposition commerciale dans laquelle on va détailler la situation problématique du client, les enjeux, les contours d'intervention, les objectifs que le client souhaite atteindre et les indicateurs de réussite. Bon, là, ça commençait à être un petit peu moins bordé, surtout au début. Surtout au début. Et ensuite, il y a le troisième niveau de cadre, en tout cas pour moi, hein, il y a le cadre relationnel, à proprement parler. C'est ce qu'on peut aussi appeler le faire alliance avec son client. Et le faire alliance, on le refait à chaque fois, systématiquement. C'est là déjà qu'on instaure les règles de la relation, donc où on instaure cette fameuse confiance. On parle donc d'assiduité, de présence, de ponctualité, de suspendre son jugement, de faire confiance au processus, d'avoir l'œil du commencement et tout, et tout. Et aussi de confrontation. J'ai eu quelques séances de supervision dans lesquelles tu m'as dit, attends, la confrontation, c'est important. Donc avec certains de mes clients, au début, je me posais la question mais pourquoi est-ce que je tourne en rond? Pourquoi quand je sors d'une séance avec ce client-là et ce client-là, je sors de là en me disant, mais bah, il a l'air satisfait. Il a l'air content, mais pas moi. Moi, j'ai l'impression qu'on tourne en rond et par rapport aux objectifs d'accompagnement, je ne sais pas trop où est-ce que ça va nous amener. La première personne venait me chercher, c'était un chercheur qui était cofondateur d'une start-up, qui lui avait besoin de se fixer des objectifs et fixer des objectifs à son équipe. Parce qu'il y avait des deadlines à respecter. La problématique, c'était, ben, moi, je cherche. Je cherche. Donc, respecter une deadline, c'était difficile. Et je tournais en rond, je tournais en rond. Je me laissais complètement avoir par le client dès le démarrage, c'est-à-dire un client qui parlait beaucoup. Et en fait, je n'osais pas l'interrompre. Je n'osais Mm. pas lui dire, bon, bah, maintenant, on va parler de tes objectifs. Mm. Alors, Je me souviens. je le faisais gentiment, avec beaucoup trop de bienveillance, jusqu'au jour où tu m'as dit, mais enfin, Séverine, il te paye pour ça. Il te paye pour t'entendre dire stop. Là, on n'avance plus. C'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez lui. Mm.
pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage, cette peur en fait. Et avec un autre client qui lui venait me chercher aussi sur cadrer ces processus et se dégager du temps pour la prospection. Celui-là aussi, tu dois t'en souvenir. Les séances de coaching débordaient de plus d'un quart d'heure, 20 minutes et parfois même une demi-heure. Et encore une fois, tu m'as dit, Séverine, tes clients te payent pour entendre ce que personne d'autre ne peut leur dire. Ni leur conjointe, ni leur meilleur ami, ni un, un- un autre membre directeur d'un groupe de dirigeants, par exemple. Eh ben, confronter son client, ça demande un petit courage, un gros même. Ça demande un apprentissage aussi. C'est pas juste lui dire ouais, ouais, bah, vas-y, continue, tu vas droit dans le mur. C'est pas que ça, en tout cas. Et c'est surtout trouver le juste moment dans le processus pour le dire. Une fois, bon, ok, deux fois, puis troisième fois, le même processus se répéter. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à se dire, tiens, je vais confronter mon client. Sinon, on va tourner en rond. Et c'est super parce qu'en fait, du cadre et des différents niveaux de cadre, tu es arrivé sur le moment où, en tant que coach, tu dois confronter ton client pour l'aider à atteindre ses objectifs. Et alors, quel lien tu fais entre le cadre et la nécessité de confronter ton client pour l'aider à atteindre ses objectifs? En coaching, on parle de protection et de permission. Eh ben, le cadre, c'est une protection qui me permet de confronter mon client. Puisque je lui ai présenté ce cadre et que je lui ai, entre guillemets, demandé son consentement. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le processus, quand on présente le cadre, jusqu'où est-ce que je peux te confronter? J'en ai un qui m'a dit, oh, tu peux même me traiter de sale con. Je fais, non, je vais pas aller jusque-là. Voilà. Le lien que je fais, c'est vraiment ça, ce qu'il protège en fait la relation et qui permet de s'exposer, que ce soit le client ou moi, et probablement quelque part de déposer son cerveau aussi. Je ne sais pas si je suis claire. Qu'est-ce que tu entends par là, par déposer son cerveau? Déposer son cerveau, peut-être plus de suspendre le jugement et d'arriver à trouver une autre solution. C'est-à-dire que quand avec mon client, on dépassait le temps, on dépassait le temps. Et un de ses objectifs, c'était la troisième séance où on parlait quand même d'objectifs de dégager du temps pour qu'il puisse faire de la prospection. Le fait d'avoir posé ce cadre, de savoir que je pouvais le confronter et de devoir moi le confronter, ça fait comme pas un reset, mais comme un électrochoc quelque part en disant, ah oui, effectivement, je cherche à dégager du temps. Mais là, au lieu de respecter mon heure et demie de séance de coaching, ben, je la fais durer 2 heures. Qu'est-ce que je veux fuir en fait? Et pour moi, ça permet au client, ce cadre, cette confrontation, à un moment donné, ça lui permet d'ouvrir une fenêtre. Et pour moi, ça permet ça. La confrontation, elle peut être très douce, elle peut être très ferme, elle peut être aussi insistante. C'est un mot qui peut faire peur, mais c'est pas dans le conflit en fait. Et c'est dans l'intérêt du client. Et donc, le cadre te permet ça. Pour moi, le cadre relationnel Mm. me permet ça. Parce qu'il t'autorise et il te protège quand tu fais ça. Exactement. Et J'ai ça, c'est compris. lui qui me l'a enseigné, hein. Tu l'avais appris à Oui. l'école et tu l'as intégré à travers plusieurs expériences qui t'ont vraiment testé. Oui. Alors, je reformule. Tu m'as permis de l'intégrer, de Mm. l'expérimenter. Ouais. Mm. Ok, ok, merci beaucoup. Pour moi, c'est aussi incroyablement apprenant de revenir sur des supervisions et de voir ce que ça a pu t'apporter, notamment à toi, tu vois. Et alors, comment est-ce que cet apprentissage s'invite dans ta pratique aujourd'hui? Très régulièrement et différemment. Ça s'invite pour moi tous les jours et à chaque rencontre. Poser le cadre maintenant, ça signifie, je vais prendre un exemple, je vais dans un événement réseau, je sais que je vais rencontrer des nouvelles personnes et qu'il va aussi y avoir mes amis de réseau que je croise régulièrement. Eh bien, je vais me poser le cadre en disant, bon, quelle est mon intention ce soir à participer à cet événement-là? Et je ne serai pas dans la même posture si c'est pour, s'il y a un objectif de rencontrer certaines personnes que je ne connais pas encore en vue d'obtenir un rendez-vous en face à face, ou bien si tout simplement c'est juste passer une bonne soirée avec mes amis. Pas la même chose. Avec quoi je veux repartir ou quel est mon objectif? Et ensuite, à quoi je saurai que j'ai atteint mon objectif?
Alors avec les amis de réseau, on se dit: «Bon, ben ton objectif, c'est quoi ce soir?» On se partage nos objectifs, donc c'est stimulant. C'est aussi, structurant dans mes accompagnements, notamment les accompagnements en équipe. De poser ce cadre et de toujours se dire, «Quelle est mon intention et avec quoi je veux que les clients repartent?» Et ce matin encore, en séance de coaching, on a parlé du cadre. Ma cliente s'est rendue compte que, avec un de ses clients, elle avait certes posé un cadre, mais pas suffisamment complet, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui manquait dans son cadre se retourne contre elle. Ce Donc, qui est très souvent le cas. exactement. En fait, j'ai envie de dire que ce cadre, ou poser le cadre, on devrait l'apprendre à l'école parce que on le fait aussi avec nos enfants. Quand mes enfants étaient petits, je faisais une analogie avec le sport et le terrain de basket, en leur disant: «Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez dans la limite du terrain et puis quand vous sortez, ben, il y a peut-être une punition qui va arriver». C'est vraiment ça, en tout cas, moi, mon apprentissage au niveau professionnel, c'est ça. C'est en tant que coach, c'est OK, qu'est-ce que je me mets comme protection et comment je protège mon client pour qu'on puisse cheminer tous les 2, co-construire, puis atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, Séverine. Est-ce Avec qu'il y a d'autres choses que tu avais envie de dire sur ce sujet du cadre? Oui, parce que c'est un sujet, qui a été, aussi le fil rouge et qui va de pair, c'est se faire respecter et en fait, pour se faire respecter par nos clients, eh bien, il faut poser un cadre clair, poser ses limites Mmh. et je te vois sourire. Ouais, 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 je souris parce que je vois l'assise avec laquelle tu dis ça aujourd'hui, qui est complètement différente de ce qu'elle était il y a 6 mois, il y a un an. Ouais. Tu disais quand on préparait cette émission qu'il y a le fait de poser un cadre et puis il y a le fait de le tenir et que ce sont deux choses différentes. Et que le tenir, c'est vraiment une affaire de posture et de fermeté, de se faire respecter, etc. pour pouvoir justement continuer à travailler. Et ça, je t'ai vu progresser sur ce sujet-là et de manière spectaculaire. Je le sens dans ma pratique et Ouais, plus on pose, plus on le répète, plus on répète ce cadre à chaque séance, je parle du cadre relationnel, hein, plus on l'incarne, plus on est ancré dans ce cadre et cette posture ouais, et je suis d'accord. c'est très agréable, en fait, parce que là, on est dans la pleine puissance du coach, en fait. Exactement. Mmh. Merci infiniment pour cet échange qui m'a replongé dans des souvenirs à la fois de coach, des souvenirs de nos séances de supervision sur un sujet qui est tellement clé et qui est tellement difficile en fait à appréhender parce qu'il a des dimensions multiples et puis et il demande, je trouve, une posture et un ancrage répété de la part du coach pour pouvoir bien fonctionner et pour pouvoir être utilisé comme un outil de travail. Et ça a été, un apprentissage, de longue haleine, je vais dire pour ma part. Mais oui, ça prend des années. D'habiter sa posture. On n'enfile pas son cadre comme un pull. Mmh et j'aime bien Ouais. le mot «habiter sa posture». Je trouve que tu dis des choses qui sont très précieuses pour tous les coachs. OK, Oui, vraiment. merci. Parce que je trouve que c'est des sujets qui ne sont pas assez abordés en formation et avec lesquels on se trouve vraiment très démunis. Et en particulier, tu vois, quand on se met à son compte pour la première fois de sa vie, qu'on a face à nous des entreprises qui ont généralement un pouvoir économique qui est plus élevé que le nôtre. Et dans cette asymétrie des pouvoirs, c'est tellement difficile de se faire respecter. Il y a des entreprises qui sont très, très contentes d'avoir affaire à des indépendants un peu fragiles qui s'excusent d'être là. Et donc, c'est vraiment facile de se laisser piéger dans cette asymétrie entre une entreprise et un ou une indépendante. Et donc, vraiment, constituer son cadre, savoir de quoi on a besoin pour bien travailler, et puis l'habiter petit à petit, justement, pour se faire respecter, y compris du multinational, ce sont des années de travail. C'est clair, d'où l'importance de la supervision, hein. Sans supervision, j'aurais jamais progressé comme j'ai progressé. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ah bah non! Non, 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 parce que ça, on parlait du cadre. Cadre, ça t'occupera toute ta vie. Merci, Séverine. Avec grand plaisir, Cécile. C'était un très, très bon moment. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de partager une erreur, pro ou perso, qui vous a transformé, ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait une histoire à partager, écrivez-moi. Tous les profils sont bienvenus, sauf les gens parfaits, évidemment. Je vous invite aussi à noter ce podcast avec des étoiles, si vous avez aimé, ou envoyer cet épisode à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de se réconcilier avec ses erreurs. N'oubliez pas, l'important, c'est pas nos erreurs, c'est ce qu'on en fait. À bientôt.